Bon, alors à la fin de la section 3.1, on s'était laissé sur la question de comment calculer le travail fait par une force qui est variable, qui n'est pas constante, et on avait déduit qu'il fallait calculer la surface entre la courbe qui représentait la force selon un certain axe et l'axe, justement, qui représentait la position le long de cet axe-là, en prenant garde au signe, c'est-à-dire que le travail allait être positif si le déplacement de xi vers xf était du même signe que le signe de la force, et négatif si les deux sont de force contraire. Donc, par exemple, ici, dans cette illustration-là, si la position initiale est ici, la position finale est là, donc le déplacement est positif, il s'en va dans le sens positif de l'axe x, alors que la force pendant cet intervalle de temps-là est du côté négatif de l'axe de force. Donc, les deux n'ont pas le même signe, le travail va être négatif. Maintenant, on va voir, puisque la force faite par un ressort est justement une force variable, d'après la loi de Hooke, la force exercée par un ressort est proportionnelle au déplacement, c'est-à-dire à la distance où le ressort se trouve, l'extrémité du ressort par rapport à sa position naturelle. Et le signe moins est là pour montrer que la force est dans le sens contraire de cette position-là. C'est-à-dire que si le ressort est à une position plus grande que sa position naturelle, l'extrémité du ressort, mais la force, elle, est vers le sens négatif de l'axe, vise à le ramener à sa position naturelle, alors que si le bout du ressort est à une position plus petite que 0, qui est sa position naturelle, mais là, la force est positive. Donc, les deux ont toujours le signe contraire. Ça, c'est pour la force et la position. Maintenant, la force et le déplacement, ce sera pas la même chose. Ça dépend, on part de où et on s'en va vers où. Donc, c'est ce qui est donné dans un problème typique. Donc, comme c'est une force variable, pour calculer le travail fait par la force d'un ressort, eh bien, on va se servir de nos conclusions de la fin de la section 3.1 et calculer l'air sous la courbe. Mais plutôt que le faire chaque fois, donc chaque fois que vous rencontrez une force de ressort, dessiner un graphique donc qui est justement moins kx, qui ressemble à ça, et aller calculer l'air sous la courbe, ben on va trouver une fois pour toutes c'est quoi l'équation que donne l'air sous la courbe pour la force d'un ressort, et on va utiliser l'équation tout simplement. Donc, on va le faire seulement une fois. Donc, si on prend le cas général, donc on garde les variables pour que ça soit valide ensuite tout le temps pour n'importe quelle situation qui se présentera. Si on prend le cas général où on part d'une position initiale, on s'en va à une position finale, et donc la force vaut moins kxi initialement et moins kxf finalement, donc là, ici, on va prendre le cas où les deux positions sont positives et qu'elles augmentent, mais ensuite, les signes vont s'ajuster d'eux-mêmes si jamais la valeur de xi, c'est moins quelque chose, ou la valeur de xf, c'est moins quelque chose. Donc, comment est-ce qu'on fait pour déterminer le travail? Ben là, ça va être la surface ici qui est entre la courbe et l'axe pour cet intervalle de position-là, pour ce déplacement-là. Donc, je vais avoir ici à calculer l'aire de ce trapèze-là. Donc, la base du trapèze, c'est ce déplacement-là. Donc, c'est xf moins xi. Donc, on voit que ça va être positif si xf est plus grand que xi, négatif dans le cas contraire. Donc, c'est ça qu'on voulait dire quand on disait que le signe allait s'ajuster de lui-même. Et ensuite, la hauteur du trapèze, mais là, ça va être une demi. En fait, la hauteur moyenne du trapèze, donc la formule de l'aire d'un trapèze, c'est la base fois la hauteur divisée par 2. Donc ça, c'est notre divisé par 2. L'addition des deux hauteurs divisée par 2 pour la hauteur moyenne, finalement. Donc ici, on va avoir finalement des fois, peut-être vous avez vu petite base plus grande base fois hauteur, ça revient même. Ça peut être petite hauteur plus grande hauteur divisé par 2. Donc ici, la petite hauteur, ben, ça va être la valeur de la force à cet instant-là, et la grande hauteur, ça va être la valeur de la force à cet instant-là, et on additionne les deux. Donc la valeur de la force pour une position finale, ça va être moins kxf. Encore une fois, le signe va s'ajuster toujours, tout de suite, donc tout seul, pardon. Si xf est positif, mais la force va être négative. Si xf est négatif, la force va être positive, à cause du moins qui est inclus dans la formule. Et la hauteur
Ici, ça va être la valeur de la force. Donc ici, dans l'exemple qui est dessiné là, elle est négative. Et ensuite, ben là, c'est de l'algèbre. Donc, je peux simplifier ça. Il y a des xf à deux endroits différents, des xi à deux endroits différents. Donc, qu'est-ce que ça donne? En fait, j'ai le 1/2 que je peux mettre en évidence, le signe moins ici qui est partout que je peux mettre en évidence. Et donc, je me retrouve avec, puis le k aussi. Donc, je me retrouve avec moins 1/2 k. Et là, j'ai xf moins xi à gauche, puis xf plus xi à droite, si je sors le signe moins. Mais qu'est-ce que c'est? Xf moins xi fois xf plus xi? Ben, c'est une soustraction de carré. Donc, c'est xf au carré moins xi au carré. Et donc, je me retrouve avec la soustraction d'un terme initial moins un terme final. Donc, ça va être la formule pour le travail fait par un ressort. Ça sera toujours vrai. On vient de le calculer une fois pour toutes et on n'aura pas besoin de refaire le graphique à chaque fois. Maintenant, je vous propose un petit exercice préparatoire avant d'entrer dans la vraie section 3.2, basé sur ce qu'on vient de dire, donc basé vraiment sur la section 3.1 et le travail d'une force variable, puis cette formule-là en particulier, pour réfléchir un petit peu à qu'est-ce que ça veut dire une énergie potentielle. Donc, je vous suggère très, très fortement de le faire par vous-même, c'est pas difficile, dans un premier temps. Faites pause. Et maintenant, regardons les réponses ensuite. Donc, un petit bloc est accroché à l'extrémité d'un ressort idéal dont l'autre extrémité est fixe. Et on a d'abord, donc initialement, le ressort est tiré de 20 cm. Et à la fin, il est comprimé de 10 cm. C'est ce qui est dessiné ici sur le schéma. Et là, on veut savoir, le ressort a-t-il effectué un travail sur le bloc pendant la première partie du déplacement? Si oui, positif ou négatif. Donc, dès qu'il y a une force qui est dans le sens du déplacement ou dans le sens contraire du déplacement, il va y avoir un travail parce que, dans le fond, la formule du travail, même si on décompose en petits intervalles, là, c'est toujours un produit de la force parallèle fois le déplacement. Donc, oui, il y a un travail. Est-ce qu'il est positif ou négatif? Donc, pour cette première portion-là, comment est orientée la force de ressort? Bien, la force de ressort veut toujours ramener le ressort à sa position centrale, à sa position non étirée ou naturelle, si on veut. Donc, la force de ressort va être comme ça ici. Et le déplacement dans la première portion s'effectue dans le même sens. Donc, comme la force et le déplacement sont dans la même direction, le travail ici va être positif. Pendant la deuxième partie du déplacement, on a un déplacement encore vers la gauche. Par contre, ici, le ressort retient le bloc, donc il veut toujours le ramener vers sa position naturelle. C'est pas compliqué, la force de ressort pointe toujours vers x égale à 0, là, la position non étirée de l'extrémité du ressort. Donc ici, la force et le déplacement sont dans le sens contraire, donc ce sera un travail négatif. Et là, on nous demande si intuitivement le travail total va être positif et négatif. Puis, dans le fond, ce que je vous invite à regarder, c'est ben, autour du 0, on sait que la force d'un ressort, c'est symétrique, hein, c'est moins kx, donc en valeur absolue, c'est la même chose si on a un x de plus 5 ou un x de moins 5. Mais ici, le travail positif qui est fait pendant la première partie est fait pendant sur une plus grande distance. Alors que pendant la deuxième moitié, on s'est pas rendu là jusqu'à la même distance. Donc, le travail ici positif est fait sur un delta x plus grand que le travail négatif. Donc, on pourrait avoir l'intuition que ça va être positif, mais on va le vérifier avec la formule qu'on vient juste de démontrer précédemment. Donc, le travail fait par le ressort, on vient de dire que c'était 1/2 kxi moins 1/2 kxf. Donc, ici, ça va être 1/2 fois 40 fois, au carré, il manque un petit carré. 1/2 fois 40 fois 0.2 au carré, moins 1/2 fois 40 fois 0.1 au carré, ou moins 0.1 au carré. Ici, là, comme l'étirement ou la compression est toujours au carré, le signe importe peu dans l'équation du travail, puis plus tard de l'énergie cinétique. Et là, si vous pitonnez ça, ça devrait vous donner, donc c'est 0.8 moins 0.2, donc 0.6 joules. Donc, effectivement, il est positif comme on l'avait deviné.
Alors, est-ce que le bloc, globalement, va gagner ou perdre de la vitesse dans cette opération-là? Mais comme le travail est positif, on a dit que le travail en mots, c'était l'énergie qui est donnée au système. Si le ressort a donné de l'énergie au bloc, c'est donc que le bloc va avoir gagné de l'énergie. Donc, va avoir gagné de l'énergie cinétique. Donc, gagner de la vitesse. Le ressort a donc donné de l'énergie au bloc. D'où provient cette énergie d'après vous? Alors, le ressort a réussi à donner de l'énergie au bloc. D'où est-ce qu'il l'a pris? Et la réponse, c'est dans sa réserve d'énergie potentielle. Autrement dit, avant que tout ça ne se produise, il y a un expérimentateur extérieur qui est allé finalement craquer le ressort, donc mettre de l'énergie dans le ressort, qui est resté là, inactif, ok? Et au moment où on l'a déclenché, ben le ressort récupère cette énergie-là, la donne au bloc sous forme de vitesse ou sous forme d'énergie cinétique, finalement. Donc la réponse, c'est de la réserve d'énergie potentielle. Et donc, c'est un peu pour amener le concept d'énergie potentielle, proprement dit. Donc, on voit ici une réserve d'énergie potentielle. Donc, on voit que quelqu'un, quelque part, est allé mettre de l'énergie. Donc, en faisant, c'est sûr, un travail. Donc, il a stocké de l'énergie dans la réserve d'énergie potentielle de ce ressort-là. Et là, si on le déclenche, ben là, le ressort peut donner son énergie potentielle. Donc, sa réserve va baisser pour la transformer, la donner finalement au bloc de fromage, si on veut, ou à la souris, ou peu importe, pour lui donner de l'énergie cinétique. Alors, quelques petites questions de réchauffement, donc vraiment juste pour bien asseoir les concepts et en arriver à notre conclusion théorique. Si le ressort possède 10 joules d'énergie potentielle au début et 4 joules d'énergie potentielle à la fin, le travail effectué par le ressort sur le bloc est égal à quoi? Pensez-y. Donc, le ressort, dans sa réserve, initialement, il y avait 10 joules d'emmagasinés. À la fin, il en reste plus que 4. Donc, la réserve a baissé. Où est allée cette énergie? En travail sur le bloc. Donc, le travail effectué par le ressort sur le bloc, dans le fond, a vidé le ressort de sa réserve d'énergie potentielle pour en donner au bloc. Éventuellement, ça va aller sous forme d'énergie cinétique, là. Et donc, le travail, c'est un travail positif qui correspond à la différence entre l'énergie potentielle initiale qu'il y avait dans la réserve et ce qui reste à la fin. Donc, le reste, ça a été utilisé en travail. Donc, c'est un travail de 6 joules qui a été effectué sur le bloc. Ça a donné de l'énergie au bloc. Si le ressort possède 5 joules d'énergie potentielle au début et 7 joules d'énergie potentielle à la fin, même question, le travail effectué par le ressort sur le bloc est égal à quoi? Alors là, au début, le ressort avait une réserve de 5 joules. À la fin, elle a augmenté. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que quelqu'un lui en a donné. Donc ici, c'est le bloc qui a fait un travail positif sur le ressort pour lui donner de l'énergie. Donc, le ressort, lui, il a soutiré de l'énergie au bloc. Okay? Donc, l'énergie, finalement, est passée du bloc vers le ressort. D'énergie cinétique du bloc à l'énergie potentielle du ressort pour augmenter la réserve. Donc, ici, le travail effectué par le ressort sur le bloc, c'est un travail négatif. Il aura soutiré de l'énergie au bloc pour le mettre dans sa propre réserve, finalement. Donc, ici, c'est un travail de moins 2 joules. D'autres questions de réchauffement, donc avec la situation où le ressort passe d'une position étirée de 20 cm à étirée de 10 cm. Et on veut savoir comment se comparent les énergies potentielles de ressort. Donc, U, c'est l'énergie potentielle. UR, énergie potentielle de ressort. Donc là, on va avoir URI pour initiale et URF pour finale. Comment se comparent les deux énergies potentielles initiales et finales? Donc, est-ce que la réserve d'énergie potentielle du bloc a baissé ou augmenté, finalement? Et quel est le signe du travail fait? C'est encore ici une fois par le ressort sur le bloc, et non le contraire. Donc, travail fait par le ressort sur le bloc, donc énergie transférée du ressort vers le bloc.
Pensez-y, faites pause. Alors, ici, on est passé d'une énergie potentielle, d'une réserve d'énergie potentielle plus grande. Donc, chaque fois qu'on s'éloigne du zéro, c'est là que le ressort voudrait être. Donc, chaque fois qu'on s'éloigne du zéro, que ce soit en étant plus étiré ou en étant plus comprimé, à chaque fois, on stocke de l'énergie dans le système. Okay? Le ressort, lui, veut revenir à sa position naturelle. Donc, ici, initialement, on a plus d'énergie emmagasinée, il y a plus de potentiel de se passer quelque chose si on le libère, là. Donc, on a plus d'énergie emmagasinée dans la situation initiale que dans la situation finale, où là, on se rapproche de la situation où il n'y a plus du tout d'énergie potentielle d'emmagasiner dans le ressort. Donc ici, l'énergie potentielle dans la situation initiale est plus grande que l'énergie potentielle dans la situation finale. Donc, ce serait soit A ou B. On élimine ces deux choix-là. Et il reste à voir le signe du travail. Donc, si la réserve d'énergie potentielle, on dit qu'elle a baissé pour le ressort, c'est donc que l'énergie qui manque est allée quelque part. Est allée où? Mais le ressort a transféré de l'énergie vers le bloc, donc a fait un travail positif sur le bloc. Et donc, le travail fait par le ressort ici est positif et la bonne réponse, c'est A. Donc, si on résume toute la théorie et qu'on fait peut-être un petit pas de plus, on a déterminé une fois pour toutes comment calculer le travail fait par un ressort. C'est une force variable, donc il fallait utiliser l'air sous la courbe. Avec ce travail fait par le ressort-là, on va définir une énergie potentielle. C'est-à-dire que quand le ressort fait un travail positif, que son énergie passe d'une valeur plus grande à une valeur plus petite, la différence ici, c'est le travail fait par le ressort sur le bloc ou sur autre chose du système. Donc, on va dire que le travail fait par le ressort. Attention de garder à l'esprit que c'est vraiment fait par le ressort et non pas sur le ressort. Le travail fait par le ressort sur autre chose, c'est de quelle manière sa réserve va baisser. Donc, ça va être la différence entre URI et URF. C'est un peu troublant parce qu'on est habitué qu'en physique, c'est toujours les équations, c'est toujours valeur finale moins valeur initiale, mais ça donne la variation, l'augmentation de cette valeur-là. Mais ici, c'est la diminution d'énergie potentielle qui se transforme en transfert d'énergie vers d'autres objets du système. Donc, le travail fait par le ressort correspond à la diminution de sa réserve. Faites attention, ce point-là est vraiment important à comprendre et pas facile. Ça va? Donc, c'est le travail fait par le ressort, je le répète, correspond à la diminution de sa réserve d'énergie potentielle. Donc, si sa réserve diminue beaucoup, c'est qu'il a donné beaucoup aux autres objets du système. Ça marche? Donc, quand on voit ça ici, que le travail, c'est une différence entre deux termes, ben c'est ça qui a amené finalement à définir le concept d'énergie potentielle. On voit que c'est le travail fait par le ressort, finalement, correspond à la diminution de cette quantité-là, une demi-kx carré. Donc, on appelle cette quantité-là UR, l'énergie potentielle du ressort. Jusqu'à maintenant, on a utilisé X là pour l'axe selon lequel la force était définie, la loi de Hooke, mais de manière plus simple. Si on est à l'horizontale, ben X, ça va être juste l'étirement du ressort par rapport à sa longueur naturelle. Donc, on peut utiliser E. Donc, ça va être, l'énergie potentielle elle va être une demi-KE carré. Et là, en utilisant le théorème de l'énergie cinétique, donc l'énergie cinétique finale, finalement, d'un système, c'est son énergie cinétique initiale plus le travail de toutes les forces qui ont été faites dans ce système-là. Donc, si la seule force, c'est la force de ressort. Donc, attention, là, c'est une équation qui est vraiment pour un cas particulier. On va voir le cas général dans 3.4. Donc là, on voit le cas particulier du ressort dans 3.2, le cas particulier de la gravité dans 3.3, et notre vraie conservation de l'énergie, on va la voir dans 3.4. Donc, c'est des étapes intermédiaires pour vraiment bien comprendre. Donc ici, si on se sert de ce qu'on vient de comprendre, que le travail fait par le ressort sur le reste du système, correspondait à sa baisse d'énergie potentielle, donc URI moins URF, on se retrouve finalement, si on rebrasse ça un peu, et qu'on met tout ce qui est du côté final à gauche, puis tout ce qui est pour la situation initiale à droite, on se retrouve finalement avec cette équation-là,
qui est quand même assez parlante, la somme de l'énergie cinétique qui est contenue par tous les objets du système qui sont en mouvement, plus l'énergie potentielle qui est dans la réserve du ressort. Donc, finalement, la somme de ces deux types d'énergie-là que possède le système au complet va être la même. Le total va rester le même avant, après, initial, final. Donc, la somme de l'énergie cinétique du système plus l'énergie potentielle de ressort qui est dans le système va être la même avant, après. Donc, ça va juste se redistribuer. Donc, ce qu'on perd en énergie cinétique, on le gagne en potentiel. Ce qu'on perd en potentiel, on le gagne en énergie cinétique. L'énergie se distribue finalement entre le bloc et le ressort, mais le total des deux est conservé. Donc, première version de la conservation de l'énergie. Ça marche. Et pour illustrer ça, petite animation. Donc ici, on voit je sais pas si je peux l'agrandir. Donc, on voit le système bloc-ressort qui oscille. Et voyez que là, c'est vraiment une situation idéale où on aurait finalement aucun frottement. Il n'y a aucun travail fait par d'autres forces que la force de ressort. Donc, il n'y a pas de travail fait par le frottement, par exemple, ou d'autres forces qu'on va appeler non conservatives un peu plus tard. Et regardez ce qui se passe pour nos termes d'énergie. Donc, si je l'arrête à un endroit quelconque, donc on voit qu'il y a une certaine quantité d'énergie cinétique, une certaine quantité d'énergie potentielle contenue dans le ressort. Et si j'additionne les deux, j'obtiens un certain total. Mais si je change de position, j'ai plus la même quantité d'énergie cinétique, plus la même quantité d'énergie potentielle, mais on voit que le total des deux est encore la même valeur. On l'appelle ici E pour énergie mécanique, on va y revenir, mais quand la seule autre force, c'est le ressort, ça correspond à l'énergie mécanique. Et là, on pourrait essayer de l'arrêter aux extrémités. Et on voit ici qu'à l'extrémité, où il n'y a plus du tout de vitesse, donc plus du tout d'énergie cinétique, tout est en énergie de ressort, ben le total, c'est que de l'énergie potentielle. Alors que en plein centre, oups, j'ai dépassé un petit peu. En plein centre, ici, il y a un maximum de vitesse, mais il n'y a plus du tout d'énergie stockée dans le ressort. Le ressort, il est content, entre guillemets. Il est à sa position naturelle, à sa position d'équilibre, donc il n'y a pas d'énergie stockée dans le ressort. Tout est en énergie cinétique et ça correspond tout simplement au total. Mais ça se redistribue. Et c'est symétrique, c'est-à-dire qu'à la même position E de part et d'autre, E et moins E, vu que dans l'équation c'est au carré, on va avoir la même quantité d'énergie potentielle, donc la même quantité d'énergie cinétique. Et là, il nous reste à faire un petit exemple. Donc, je vois le compteur filer. Je voulais pas que la vidéo soit trop longue, donc je vais peut-être afficher la solution, mais je vous l'explique un petit peu. Donc, un bloc soutenu par une surface horizontale sans frottement est posé contre un ressort qui est comprimé de 12 cm. La constante de rappel est donnée. On veut d'abord savoir quelle est l'énergie potentielle du ressort. Donc, on applique tout simplement cette équation-ci avec le 12 cm ici. Donc, attention de tout mettre dans les unités SI. Donc, ça va être 0.12 puisque la constante de rappel, c'est des newtons par mètre. Et ensuite, si on lâche le bloc avec une vitesse initiale nulle, donc ce qui nous dit que l'énergie initiale cinétique va être nulle. Quel est le module de sa vitesse lorsqu'il cesse d'être en contact avec le ressort? Donc, quand est-ce que ça va arriver, ça, qu'il va cesser d'être en contact avec le ressort? Ben, c'est au moment où il va franchir sa position d'équilibre. Là, le ressort va vouloir revenir sur ses pas à partir de là pour rester à sa position d'équilibre, alors que le bloc, lui, comme il y a une masse, il va avoir une certaine inertie et il va continuer sur son élan. Donc, ici, ça va se passer quand l'étirement va être égal à 0. Donc, en gros, finalement, sans faire la solution en long et en large, si on applique notre équation KF plus UF est égal à KI plus UI, on remplace par la valeur des équations, donc c'est 1/2 VF carré plus 1/2 KEF carré, qui est égal à 1/2 MVI carré plus 1/2 I au carré.
eh bien, on a dit que l'énergie initiale du bloc, l'énergie cinétique initiale était nulle parce que sa vitesse initiale était nulle. Donc, c'est ce terme-là ici qui vaut 0. Et qu'on cherchait la vitesse quand il cessait d'être en contact. Donc, pour notre situation finale, c'est ça ici qui va valoir 0. Donc, il nous reste seulement 2 termes. Le terme ici à gauche qui contient notre inconnu. On cherche le module de sa vitesse. Donc, on cherche VF est égal à quoi? Et ça, c'est ce que vous aurez calculé en A. Une demi-KE carré, ça devrait vous donner 0,036 joules. Et donc, on peut comme ça isoler la vitesse finale, donc en multipliant par 2, en divisant par la masse qui est de 0,2 partout, et en prenant ensuite la racine, on isole pour trouver la vitesse finale, et ça devrait vous donner 0,6 mètres par seconde. Voilà.